Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois sur So Sweet Planet le producteur Laurent Richard. J'en suis ravie, vous comprendrez pourquoi, je pense, en écoutant cette interview. Donc, le producteur Laurent Richard pour parler de Mafia au cœur de l'Europe, le titre d'une soirée exceptionnelle sur France 5 avec 2 documentaires qui seront diffusés dimanche 12 décembre 2021. 2 documentaires qui présentent 2 cas d'assassinat de journalistes qui se sont produits à 4 mois d'intervalle, l'un en Slovaquie et l'autre à Malte, au cœur de l'Europe. Donc, bonjour Laurent Richard. Bonjour. Vous êtes le producteur avec Sandrine Rigaud de ces 2 documentaires dont nous allons parler. Et pour vous présenter en quelques mots, donc vous êtes déjà vous-même journaliste, auteur et réalisateur de nombreuses investigations pour France Télévisions, Arte, Canal+, et pour de nombreuses chaînes internationales. Vous êtes le cofondateur du magazine Cache Investigation sur France 2. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos documentaires et vous êtes le fondateur de la société de production Forbidden Film et aussi d'une formidable initiative de Forbidden Stories, cette formidable initiative, une plateforme collaborative et ultra sécurisée pour protéger le travail d'investigation des journalistes et on va en reparler aussi. Alors, je lis tout de suite la présentation de ces documentaires pour que nos auditrices et auditeurs puissent suivre le sujet de ce podcast et de cette soirée sur France 5. Au cœur même de l'Europe, des journalistes sont assassinés à cause de leurs enquêtes sur des organisations criminelles capables de corrompre les plus hautes sphères du pouvoir, trafics multiples, évasion fiscale, fraude aux subventions, des pratiques illégales et scandaleuses au cœur même de l'Europe qui minent chaque jour un peu plus le contrat démocratique entre les citoyens et leurs représentants. Le premier épisode s'intitule « Slovaquie, les fiancés assassinés ». Le 26 février 2018, les corps de Jan Kuciak, 27 ans, et de sa compagne Martina Kusnerova sont découverts dans leur maison près de Bratislava, en Slovaquie. Le journaliste s'apprêtait à publier un rapport sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne, ainsi que sur des fraudes autour des fonds agricoles européens. Le second épisode s'intitule « Malte au nom de Daphné ». Le 16 octobre 2017, la journaliste Daphne Caruana Galizia est tuée dans l'explosion de sa voiture à quelques mètres de chez elle à Malte. Elle était connue pour son travail d'investigation sur les réseaux mafieux et la corruption des responsables politiques à Malte. 2 ans plus tard, de nouveaux éléments sont mis au jour et secouent le gouvernement maltais. Donc dans ce travail d'investigation, il y a à la fois une enquête pour élucider ces assassinats, trouver les vrais coupables et aussi reprendre et continuer le travail de ces journalistes assassinés. Comment vous, en tant que producteur, décidez-vous et à quel moment de couvrir ces 2 affaires ? En fait, donc Forbidden Stories est un réseau mondial de journalistes d'investigation qui a pour mission de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés. Et on s'attache aussi à raconter ces histoires-là à la télévision à travers des formats de documentaires d'1 heure ou d'1 heure et demie, ou parfois de séries en plusieurs épisodes. Et dans ce cadre-là, on a voulu raconter aussi pour la télévision les enquêtes qui avaient pour objet justement le meurtre de Daphne Caruana Galizia ou le meurtre de Jan Kuciak. Et donc nos réalisateurs, Camille Le Pommelet qui a réalisé le film sur Jan Kuciak et Jules Giroda qui a réalisé le film sur Daphne Caruana Galizia, ont essayé de raconter pour la télévision en fait à la fois le drame vécu dans ces 2 pays-là, ce que les familles ont vécu, ce que les journalistes ont fait pour découvrir la vérité et ce que les systèmes judiciaires de chacun de ces États ont fait ou n'ont pas fait suite à ces crimes qui ont eu lieu au cœur même de l'Union européenne et qui ont visé donc 2 journalistes en peu de temps. Et ces assassinats ont eu lieu à 4 mois d'intervalle. Est-ce que les préparations des tournages des documentaires, du coup, ont été menées de front, simultanément ? Oui, alors, Daphné, l'enquête sur Daphné, c'était notre premier projet, le Daphné Project, donc, oui. qui a été le premier projet coordonné par Forbidden Stories. Et
et on a tourné dès le départ à l'intérieur de ce consortium-là et dans la coulisse de cette enquête-là pour essayer de suivre au plus près les avancées de l'investigation menée par ces 45 journalistes, menée aussi par les fils de Daphné, Matthew, Andrew, et Paul qui se battent pour connaître la vérité et qui se cachent derrière le crime de leur maman. Et ces trois fils-là, aidés par 45 journalistes, mènent un combat sans relâche depuis des années. Et est-ce qu'il y avait encore des risques pour les réalisateurs eux-mêmes, en fait, de s'attaquer à ces sujets? Non, pas du tout. Non. Non, 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 non. Il y a, Daphné Caruana Galizia a été assassinée à Malte suite à ces enquêtes qui portaient sur la corruption, le blanchiment d'argent, qui visaient des personnalités politiques au cœur même du gouvernement maltais. Et beaucoup de journalistes ont raconté et ont rapporté en fait ce qui s'est passé et travaillent dessus. Et je pense aussi que le fait de travailler en réseau et travailler à plusieurs fait sens et peut dissuader quiconque de s'en prendre à un journaliste dès l'instant où il y en a 45 autres derrière qui sont prêts à prendre la relève. Oui, ça dilue les risques. Oui, ça, en tout cas, ça protège et ça permet de travailler sur des sujets difficiles. Mais en tout cas, le but de ces films, c'était aussi voilà, de raconter ce qui peut se passer au cœur même de l'Union européenne et ce que les systèmes démocratiques en place sont capables de mettre en place pour éviter que ces drames-là se reproduisent. Et quelles sont les principales difficultés que l'on rencontre sur ce type de documentaire en termes de production, de tournage? Alors les documentaires d'enquête sont toujours longs et complexes parce que au départ on ne sait pas on ne Oui. sait pas où on va atterrir et comment ça va se terminer. Et c'est aussi l'intérêt d'une enquête, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Quand on est producteur, ne pas savoir ce qu'on va découvrir peut être parfois source d'angoisse parce que on ne sait pas comment et combien de temps on va devoir tourner pour ça. Mais pour ces films-là, et en particulier pour l'enquête sur Daphné, on a mis des moyens très importants. On est allé de nombreuses fois à Malte pour pouvoir tourner chaque avancée de l'investigation, pouvoir être là à chaque instant, à chaque fois qu'il se passait quelque chose et à chaque fois qu'on se rapprochait un peu plus de la vérité, un peu plus des tueurs et de la réalité de ce qui a pu se produire à Malte. Et est-ce que les réalisations de ces films ont été assez similaires ou est-ce qu'il y a des particularités à signaler pour ces deux tournages en fonction des pays? Il y a une différence majeure entre les deux, c'est que le Daphne Project, le film sur Daphné est en partie basé sur l'enquête collaborative menée, alors que l'enquête sur Jan Kuciak, ce n'est pas une enquête collaborative, ce n'a pas été coordonnée par Forbidden Stories. Donc les deux s'intéressent à des meurtres qui ont eu lieu au cœur même de l'Union européenne, qui ont à voir avec des systèmes mafieux, qui racontent la dangerosité, la difficulté d'être un journaliste aujourd'hui face à ce type de réseau criminel-là, l'impunité avec laquelle, en général, les tueurs s'en tirent. Et ces deux films-là racontent ça. Après, le film de Camille Le Pomlec, lui, ne raconte pas la coulisse d'une collaboration internationale. Et le film de Daphné raconte aussi le travail, voilà, de l'effort collectif de 45 journalistes qui ont essayé de travailler ensemble pour poursuivre le travail de Daphné Caruana Galizia. Est-ce que les tournages en eux-mêmes ont fait ou peuvent faire bouger des choses sur ces affaires? C'est l'enquête qui fait bouger les choses. Les tournages, je sais pas, parce que ce qui est important, le plus important, l'enquête, le récit de l'enquête. Le format de documentaire pour ce type d'histoire-là est aussi assez crucial pour l'impact et le type d'audience que l'on peut toucher. C'est important de montrer aussi aux plus jeunes générations ce que la réalité du métier de journaliste, le sort le sort de Daphné, de sa famille souvent on a quand même un problème en ce moment à définir ce qu'est un journaliste, en quoi il est différent d'un rôle d'éditorialiste, comment et pourquoi il est parfois dangereux d'être journaliste, quels sont les sujets qui peuvent vraiment coûter la vie.
et pourquoi, sans journalisme et sans information, nos démocraties sont en danger, sont en grave danger. Et je crois que ces films-là ont cette ambition-là de raconter à quel point il est important de ne pas oublier à quoi servent les journalistes dans nos sociétés, comment ils sont utiles pour nos démocraties et les risques qu'ils sont capables de prendre pour nous informer. Oui, et c'est ce qui ressort vraiment de ces films que j'encourage nos auditrices et auditeurs à regarder parce que on est dans une époque où il y a beaucoup de bashing sur tout et tout le monde et sur les journalistes aussi. Et là, on voit vraiment la partie noble de ce métier, de ce travail de fond. Donc, je vais reprendre un petit peu le descriptif du premier épisode Slovaquie, les fiancés assassinés. Donc, Jan Kuciak était journaliste d'investigation. Il travaillait pour le média en ligne Actuality en Slovaquie. Donc, cette dernière enquête qui visait à mettre en évidence les liens entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne, donc c'était sa dernière enquête, il s'intéressait par cette enquête aux affaires d'un sulfureux millionnaire, Marian Kochner, promoteur immobilier de 55 ans, proche du pouvoir. Dans la présentation du documentaire, on peut lire: au sein de ce petit État d'Europe centrale, membre de l'Union européenne depuis 2004, nombreux sont ceux qui avaient tout intérêt à faire taire le journaliste, tandis que les collègues de Yann se mobilisent pour reprendre et prolonger ces enquêtes en collaboration avec de nombreux médias slovaques et européens. Des dizaines de milliers d'habitants sortent dans la rue. Cette mobilisation populaire, la plus importante depuis la chute du communisme, donc il y a une trentaine d'années, va conduire à la chute du gouvernement et à toute une série de révélations qui dévoilent l'étendue de la corruption en Slovaquie. Lorsque vous commencez ce documentaire, l'enquête en est où sur l'assassinat de Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova? Comment se passe l'évolution du travail de suivre une enquête comme celle-ci? Est-ce qu'il y a aussi des parties que vous ne pouvez pas filmer ou des choses auxquelles vous n'avez pas accès? Quand Camille Le Pommelec a commencé à tourner ce film-là, le principal accusé n'était pas encore jugé, Marian Kochner. Et donc il a pu suivre dès le départ en fait et raconter les différentes pistes d'enquête, notamment la, la piste Vadala, une piste en Italie qui relierait, auquel certains ont cru au départ en pensant que le meurtre était connecté avec une enquête que menait Jan Kuciak sur la mafia italienne. Et en réalité, c'est un autre mafieux auquel il s'intéressait, un industriel slovaque qui a œuvré pour faire taire Jan Kuciak. Et d'ailleurs, dans le film, on raconte et montre les menaces, font entendre les menaces qu'il ne se gênait pas de proférer à l'endroit de Jan Kuciak, des menaces sur son téléphone, où il lui dit « je vais m'occuper de ta famille, de tes parents, de ta sœur », où il lui dit « t'es pas un journaliste, t'es payé pour me nuire », et où il insulte. Il avait porté plainte d'ailleurs, Jan Kuciak, et ça n'a pas été Ouais, suivi. et finalement la police a pas considéré ça comme une menace sérieuse. C'est dire aussi, derrière en fait Marian Kochner, il y avait aussi tout un réseau de magistrats, de policiers corrompus, tout un système qui était totalement corrompu. Donc c'était un industriel qui tenait son milieu et Jan Kuciak était un jeune journaliste qui avait travaillé sur les Panama Papers, qui était très modeste, humble, très sérieux, qui était très intéressé par les datas, qui pouvait passer des heures à enquêter sur des schémas d'évasion fiscale, et qui en même temps a pris un jour son courage à deux mains pour aller questionner Marian Kochner lors d'une conférence de presse, pour lui demander en fait pourquoi il y avait des hommes de paille finalement dans ces sociétés-là et pourquoi ils continuaient de percevoir de l'argent alors qu'il n'était pas censé. Et donc il a mis Marian Kochner dans les cordes, si on peut dire, lors d'une conférence de presse qui était filmée en live, qui était retransmise. Et voilà, et ça c'est une sorte d'opposition qui a sans doute coûté la vie, qui a sans doute été fatale à Jan Kuciak et à sa fiancée Martina. Et voilà, donc c'est le film de Camille Le Pommelec essaye de raconter
aussi à travers le regard des parents, de la maman de Martina, des parents de Yann, ce que c'est quand on est une famille et que l'on perd son fils ou sa fille et le besoin de vérité et la quête de vérité. Et ces deux familles-là ont rien lâché. Oui, et on sent d'ailleurs au début du documentaire avec un extrait d'interview qui est diffusé il n'avait vraiment pas conscience apparemment des risques qu'il prenait. Il Ouais, disait que on n'avait jamais attaqué sa voiture, on n'avait jamais. En fait, il avançait frontalement sans. ouais, il y a pas vraiment de mode opératoire classique dans les attaques contre les journalistes. Certains sont menacés depuis des années, des mois. C'était le cas de Daphné. Son chien avait été empoisonné, la maison avait été incendiée à une époque. Elle avait reçu quantité de menaces et puis un jour ils l'ont tuée. Yann Kuciak avait reçu quand même des menaces, mais c'est allé très vite, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc le problème, ce qui tue vraiment les journalistes, c'est l'impunité, le système et le système qu'il y a derrière et l'impunité qui garantit est assurée. Et si les institutions judiciaires, policières, les institutions démocratiques sont corrompues, sont sous l'emprise d'un industriel ou d'un homme politique, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Et Daphné Caruana Galizia aussi, on a payé le prix. Et le film raconte aussi comment le gouvernement maltais a tout fait pour étouffer l'histoire et l'enquête judiciaire. Et il y a un collègue journaliste dans le documentaire, un collègue de Yann Kuciak, qui dit si ce crime reste impuni, alors ça signifie qu'il y a quelque chose de vraiment pourri au cœur de l'Union européenne. Et cela devrait tous nous inquiéter. Et le tueur et son complice sont écopés de 25 ans de prison et on entend dans le documentaire, à la surprise générale, Marianne Kochner et Alena Soussova sont acquittées. Alors, est-ce que l'on doit en conclure qu'il y a quelque chose de pourri au cœur de l'Union européenne ou comment a réagi l'Union européenne? Jusqu'où va le travail des journalistes au-delà et autour de l'investigation par rapport à justement éventuellement faire bouger les choses un peu plus loin? Alors, il a été effectivement. Alors, Marianne Kochner est en prison pour une autre affaire. Il a été formellement acquitté en première instance. Les familles ont fait appel et les magistrats ont eu du mal à, à- à établir des preuves techniques apparemment de l'implication et de la responsabilité de Marianne Kochner derrière le crime. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Elle sera rejugée en appel bientôt. Après, l'Union européenne sur le cas slovaque comme sur le cas maltais, c'est c'est à la fois exprimé, c'est dit choqué évidemment par ce qui a pu arriver au cœur même de l'Union européenne. En réalité, on voit aussi dans ces affaires le peu de poids que peut avoir la Commission européenne ou le Parlement européen sur les pays membres et le peu d'influence parfois qu'ils peuvent avoir sur ça. Le problème, c'est que on est au cœur de l'Union européenne, il y a des valeurs qui sont censées être communes, il y a notamment celle de la capacité d'un pays à mener une enquête. Après, il y a une différence entre le système maltais et le système slovaque, c'est que en Slovaquie, on voit quand même que le tueur a été arrêté, son entourage, une enquête a été menée, une nouvelle présidente est arrivée au pouvoir, a fait une forme de ménage parmi l'élite politique où il y avait beaucoup de corruption et pas que politique. Euh, à Malte, ça a été beaucoup plus difficile. À Malte, ça a été tenu pendant d'une main fer par Joseph Muscat, qui était l'ancien Premier ministre, qui a finalement été forcé de démissionner vraiment à cause du cas de Daphné, parce que la rue et la population maltaise n'en pouvaient plus de ces mensonges et de cette façon d'avoir couvert surtout le meurtre et les responsables du meurtre. Avec une formidable arrogance, hein, on le voit dans le documentaire, il est vraiment Ouais, droit dans ses bottes. ouais. Donc pour parler de ce deuxième épisode un peu plus précisément, donc je reprends aussi le communiqué de présentation pour que nos auditrices et auditeurs leur donner envie aussi, qu'ils rentrent un peu mieux dans le sujet. On se souvient de ces affaires, enfin surtout celle de Malte, moi je me souvenais, mais après, c'est vrai qu'il y a tellement d'autres informations qui passent. Alors le 16 octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia est assassinée dans un attentat
l'attentat à la voiture piégée. Son fils aîné Matthew est le premier sur les lieux du crime. Au milieu des débris et des morceaux de corps de sa mère qui jonchent le sol, il a une certitude, il s'agit d'un assassinat politique. Ce meurtre sanglant au sein d'un pays membre de l'Union européenne émeut la communauté internationale. À 53 ans, Daphné est devenue le symbole de la lutte anticorruption dans cette petite île rongée par la criminalité. Son blog était davantage lu que les plus grands quotidiens du pays. Elle s'attaquait en particulier aux proches du Premier ministre Joseph Muscat, qu'elle accusait de voler dans les caisses de l'État. Depuis ce jour, Matthew et ses deux frères, donc Paul et Andrew, se battent sans relâche pour trouver les responsables du meurtre de leur mère. Un combat qui les a contraints à mettre de côté leur travail et a profondément affecté leur vie personnelle. Oui, on s'en doute. Nous n'avons pas le choix, nous devons obtenir justice et éradiquer la corruption dans ce pays. Dans leur quête de vérité, ils sont rejoints et épaulés par une équipe donc de 45 journalistes internationaux, membres du Daphné Project. Le réalisateur du documentaire Jules Giraudat les a suivis durant 4 ans. Le film est le récit de leur combat au nom de Daphné, pour tenter de renverser un gouvernement mafieux dont l'implication dans le meurtre se fait chaque jour plus précise. Donc ces 3 fils, l'un est journaliste, l'autre diplomate, et le troisième dit en plaisantant qu'il ne sait pas trop à quoi il sert, mais on sent qu'ils veulent non seulement élucider le crime dont leur mère a été victime et que justice soit faite, mais aussi vraiment reprendre et continuer son combat. L'un de ses fils dit dans le documentaire « Je pouvais me plaindre ou je pouvais agir. Il fallait juste que je m'y habitue. » Là aussi, il y a une mise en mouvement donc, de nombreuses personnes et on sent au fil des multiples rebondissements, parce que là, c'est vraiment un vrai film policier, qu'il y a vraiment 2 camps, celles et ceux qui sont du côté de la corruption et celles et ceux qui se battent pour une vraie justice sur cette affaire et plus largement pour endiguer cette corruption dans leur pays. Est-ce que ce n'est pas difficile de coordonner une enquête comme celle-ci quand de nombreux journalistes, puisque je crois que c'était 45 journalistes, travaillent dessus et que leurs interlocuteurs, donc des journalistes, des policiers, des juges, peuvent être du côté de la corruption eux-mêmes? C'est l'enquête menée par les 45 journalistes, menée aussi par les autorités judiciaires, mais surtout par les 45 journalistes et par les enfants de Daphné, elle est assez exemplaire de ce que la société civile ou les familles de la victime peuvent mener comme combat, et un combat qui peut changer définitivement les choses. Et c'est que parce que les enfants de Daphné ont tenu bon, ont enquêté, parce que aussi c'était Matthew, le fils de Daphné, travaillait dans un consortium de journalistes d'investigation à l'ICIJ avant. L'autre, Andrew, est diplomate. Paul est aujourd'hui journaliste aussi. Et donc, je pense qu'ils ont hérité de leur. Ils ont un grand héritage de leur maman, et entre autres cette soif de savoir et cette volonté d'enquêter qui est vraiment infinie. Et donc, cette enquête-là, je trouve qu'elle montre comment une famille, des journalistes se sont unis ensemble contre un système qui ne voulait pas les écouter, qui voulait étouffer une histoire, qui voulait couvrir les criminels. Et la famille, les enfants de Daphné se sont battus au nom de leur maman pour y arriver, et ils y sont arrivés. Et des milliers de Maltais sont allés dans la rue, ont manifesté. Joseph Muscat a été forcé à la démission. Il y a eu ensuite toute une série d'aveux d'un intermédiaire. Il y a eu aussi les trois poseurs de bombes, les trois qui ont vraiment concrètement tué Daphné, qui avaient été arrêtés. Et ensuite, après l'arrestation de l'intermédiaire, qui étaient juste des exécutants. Qui étaient des exécutants, qui étaient là pour placer une bombe et activer le mécanisme de détonation, et se cacher ensuite. Ils ont été retrouvés. Et puis ensuite, c'est une série d'intermédiaires qui ont commencé à parler et à expliquer qu'en fait, l'ordre venait de tout en haut. Oui. L'un des fils de Daphné dit dans le documentaire « Cela va bousculer la situation politique maltaise à un point qui n'était jamais arrivé ». Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui, les 3 fils, par rapport au chemin parcouru? Il y a déjà beaucoup, mais au chemin aussi qui reste à parcourir.
Je pense que les fils sont dans, évidemment dans une tristesse infinie, comme n'importe quel enfant qui a perdu sa mère, sans doute aggravé par le contexte. Une personne a placé une bombe sous son siège pour l'assassiner parce qu'elle était journaliste. Et les trois sont aussi attachés, comme leur mère l'était, aux valeurs démocratiques et à la place du journalisme dans une communauté, dans une société, qui sont profondément tristes et profondément combatifs, et profondément unis aussi. Et c'est ce que montre aussi le film, c'est ce que dit, je crois, Paul Carona Galizia, l'un des fils de Daphné, qui dit à un moment donné, je me suis retrouvé à penser, à me dire, en fait, j'étais chanceux que mes frères soient toujours en vie. Et cette fraternité apparaît tout au long du film et je trouve très bouleversante parce qu'elle montre aussi dans ces pires moments, dans ces moments très difficiles, comment l'union entre trois frères, dont on voit des photos dans leur enfance à Malte, sur les genoux de leur mère, comment ces trois frères ensuite se sont pas lâchés d'une semelle, se sont épaulés pour continuer d'enquêter. Qu'est-ce que vous espérez que ces documentaires apportent aux téléspectateurs? Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce que vous souhaitez que ça apporte aux jeunes journalistes. Ce qui est important, c'est ces documentaires qui visent à informer, déjà à informer d'un certain niveau de corruption qui peut avoir cours au cœur même de l'Union européenne, à informer sur le rôle et l'importance de la mission de journaliste. C'est des fondamentaux et c'est important de montrer aussi que s'il y a parfois une impunité judiciaire, il n'y a pas d'impunité éditoriale, et de poursuivre absolument ce travail-là et de montrer que c'est pas un réflexe confraternel en fait, c'est vraiment quand un journaliste meurt, il y a toute une information qui disparaît avec lui, et donc c'est important de poursuivre ce travail-là pour que l'opinion publique soit informée des sujets les plus importants. Et quand on regarde de plus près pour quel type d'enquête, quel type de travail les journalistes sont assassinés ou menacés, ils le sont parce qu'ils enquêtent sur des violations des droits humains, sur des crimes environnementaux, sur des réseaux de corruption, de blanchiment d'argent, et des sujets qui sont cruciaux et qui sont très importants pour nos sociétés, et qui ne sont pas seulement d'ailleurs des sujets d'importance nationale, c'est pas forcément des sujets français ou maltais, c'est toujours des histoires internationales. Et donc face à des crimes internationaux comme ça, on doit vraiment avoir une réponse aussi globale. Crime global, réponse globale. Et c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories. Voilà, et donc nous allons en parler un petit peu rapidement dans un deuxième épisode. Donc je rappelle le titre de cette soirée, Mafia au cœur de l'Europe, 2 documentaires de 52 minutes, vraiment à voir. Slovaquie, les fiancés assassinés, réalisé par Camille Le Pomelec en première partie, suivi de Malte au nom de Daphné, réalisé par Jules Giraudat. C'est dimanche 12 décembre sur France 5 en première partie de soirée. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.